Ouzbek Erika, le podcast qui explore le futur. Salut les turfos et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Ouzbek Erika, l'émission qui explore le futur. Et oui, même en été, on explore le futur avec vous, on vous suit jusqu'en vacances pour ceux qui ont la chance d'y être, ceux qui profitent sur une plage du réchauffement climatique ou ceux qui pêchent dans quelques gorges ombragées des poissons bourrés de pesticides, de phtalates ou autres métaux lourds, ou ceux moins chanceux qui sont condamnés à vivre et à suivre des cours de char à voile enfermés dans des clos, des camps de loisirs obligatoires surveillés. Car oui, vous l'aurez compris, on va plutôt parler de dystopie aujourd'hui. Les clos font partie des très nombreux outils totalitaires mis en place dans l'univers du Grand Bal, un roman d'anticipation paru en mai chez Actes Sud, dans lequel la planète est complètement ravagée par des manipulations humaines et où tout ce qui reste ou presque du vivant est breveté et contrôlé par un consortium de banques, assurances et laboratoires, le fameux Grand Bal, BAL. Alors pour nous balader dans cet univers et démêler ce qui relève de la pure fiction, de l'anticipation crédible, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui son auteur, Gilles Clément. Bonjour. Bonjour. Gilles Clément, vous êtes paysagiste, botaniste, ingénieur horticole, jardinier et donc écrivain. Vous êtes professeur à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Pour citer quelques-unes de vos nombreuses réalisations, vous êtes notamment l'un des concepteurs du parc André Citroën et du jardin du musée du Quai Branly à Paris, du jardin du château de Blois, de celui de l'Arche de la Défense et de nombreux autres encore qui ont accompagné votre riche et long parcours. Vous menez depuis des décennies une réflexion intellectuelle et écologique sur le jardin. Vous prenez des concepts que vous avez développés tels que le jardin en mouvement ou le jardin planétaire. On y reviendra un peu plus tard. Mais d'abord, on va rentrer un petit peu dans l'univers de votre dernier roman, Le Grand Bal. C'est un monde qui a subi, en fait, en quelque sorte, un espèce de combo de toutes les dystopies imaginables aujourd'hui. On a une guerre religieuse, des catastrophes climatiques, une espèce de fin des démocraties. Tout commence avec un ramadan furieux. Expliquez-nous ce qu'est ce ramadan furieux. Le ramadan furieux, c'est ce qui va déclencher la guerre des nuages. En fait, c'est quelque chose qui existe déjà un petit peu aujourd'hui, une espèce de lutte entre des croyances religieuses qui amènent les hommes à s'entretuer et qui sont en fait des êtres manipulés par ceux qui ont intérêt à ce que ces guerres-là existent. Alors ça commence à Stolac. Il se trouve que j'ai travaillé à Stolac, qui est dans la Bosnie-Herzégovine, et que j'ai vu le moment où, après avoir réhabilité d'abord les édifices religieux avant de réhabiliter les maisons, puisque 15 ans après la guerre, quand je suis allé à la demande du centre André Malraux pour travailler sur l'idée des jardins, il y avait très peu d'habitants qui étaient revenus. Les premiers, disons, édifices réhabilités étaient les mosquées, puis les églises orthodoxes. Et là, quand je suis revenu à plusieurs reprises, la dernière fois en tout cas que j'y suis allé, c'était il y a 4 ans, il y avait justement une guerre, si on peut dire, d'altitude entre les clochers et les minarets. Je me suis dit non mais c'est pas possible, ils ont fait la guerre, ils n'ont pas compris. Oui, alors dans le prologue du bouquin, ça commence comme ça, c'est un concours en fait de hauteur entre minaret et clocher, voilà. Et ça, il y a une espèce d'escalade comme ça qui entraîne l'incendie du Vatican, de la Mecque, et c'est ce qui déclenche la Troisième Guerre mondiale en fait. C'est ça, parce que là, il y a des conséquences immédiates qui sont donc d'ordre, qui vont dans les sites où la pression religieuse est forte, mais finalement ça va beaucoup plus loin puisque ça va jusqu'à la guerre des nuages, qui est une manière de faire la guerre avec des outils qu'on n'avait pas jusqu'à présent, mais qu'on a quand même déjà. On s'en sert pas pour l'instant. Alors, guerre des nuages, ça veut dire, en fait, tout ça, c'est à peine le prologue, hein, donc on spoil pas le bouquin, mais oui. le prologue est assez vif. Je veux dire qu'il faut être assez fort pour résister à cette espèce de vague de catastrophes qui nous arrive dessus. Oui. Les gens décident d'ensemencer les nuages avec des produits toxiques et donc des pluies mortelles s'abattent un peu partout. Et évidemment, on en perd le contrôle et ça provoque des milliards et des milliards de morts. Voilà, c'est ça, parce que c'est ces choses qui existent, qu'on connaît depuis la dernière guerre mondiale à Londres, pour arriver à faire décoller les avions dans le brouillard. À l'époque, il n'y avait pas de radar. Eh bien, il fallait que ce brouillard tombe en pluie. Et ils avaient commencé les techniques d'ensemencement.
des nuages. Et ensuite, ça a été utilisé pour essayer de dévier des cyclones. Et puis récemment, ça a été proposé pour protéger la planète du réchauffement climatique, paraît-il, soi-disant. Tout ce qu'on appelle géo-ingénierie. Qui est complètement des choses de fou, d'apprentis sorciers, bien sûr. Alors ça, c'est que le prologue, je le disais, c'est pour nous mettre dans l'ambiance. Ça se passe dans un futur assez proche, parce que j'ai noté une de vos phrases. Il y a beaucoup de clins d'œil au monde réel dans votre bouquin. Vous dites que cette guerre des nuages intervient à la fin d'un mandat présidentiel nord-américain considéré comme une crise infantile du jeu politique dans l'histoire chaotique des démocraties. Donc on voit très bien de qui vous voulez parler. Oui. Donc grosso modo, on est 4 ans dans le futur, ou voire 8 ans si ça se passe très mal et qu'il y a un deuxième mandat de Donald Trump, pour le citer. Oui, c'est ça. Donc voilà, on est vraiment dans un futur très proche où tout part à volo, parce qu'il y a cette crise climatique finalement manipulée par l'homme. Il y a aussi, on sent qu'il y a la mer qui est montée, il y a une totale redéfinition de la géographie mondiale. La démographie s'est aussi emballée, puisque alors il y a plein de ministères au nom orwellien, parce que tout ça se passe dans un contexte où la démocratie aussi est mise à mal par toutes ces crises. Vous avez des ministères comme le ministère de l'épanouissement sincère subjectif, ou le ministère de la sélection darwinienne, ou encore le ministère de la défiscalisation paradisiaque. Donc il y a beaucoup de choses assez croquignolettes, disons. Et ces ministères sont là pour essayer d'encourager ces guerres pour contrôler les populations. C'est vraiment une vision très dystopique du futur. Le tout est écrit sur un ton très loufoque, très drôle. Il y a quand même pas mal de légèreté dans le ton qui contrebalance le scénario très catastrophique. Sinon, je crois que je l'aurais pas fait. Oui, sinon je crois qu'on serait tous déjà pendus. C'est ça. Malgré ce ton assez léger, c'est quand même une vision très pessimiste du futur proche. C'est une vision que vous appliquez au monde réel ? Non, je vois dans le monde réel certaines choses que j'exagère ici, en les caricaturant pour les montrer sous leur côté véritablement dramatique, dès lors qu'elles sont entre les mains de ceux qui ne visent que la marchandisation du vivant, puisqu'on parle pratiquement que de ça, l'interdiction d'accès à la gratuité, la robotisation de l'individu. On est dans ces mécanismes-là. Si on le pousse à l'extrême, on arrive évidemment à des choses de ce genre. Alors pour finir le pitch, avant d'entrer, de revenir dans le monde réel, dans le bouquin, c'est donc ce consortium banque, assurance, laboratoire qui a mis la main sur le vivant et qui se sert de petits animaux, de très rares animaux qui restent encore sauvages, comme indicateur comme bio-indicateur de biodiversité. Et il se trouve que la dernière musaraigne Crocodile étrusque, c'est ça, c'est ça. Dont le prénom est Zéphirine, disparaît. Et donc c'est un drame planétaire, en tout cas un événement planétaire. Et une rédaction mène l'enquête, la rédaction du journal du lundi, part à la recherche de Zéphirine. Ça, c'est le pitch du bouquin. Oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a pratiquement plus du tout d'êtres, en tout cas c'est ce qu'on nous fait croire, d'êtres qui sont autonomes. Tous sont dépendants, qu'il s'agisse de plantes ou d'animaux, de l'activité humaine, de leur puissance, de la technologie, et par le fait qu'ils sont manipulés, ce sont des OGM, ce sont des êtres pucés, surveillés, etc. Mais dans une petite réserve des calanques, il y a quelques êtres dont cette... Finalement, on nous aurait menti, le monde pourrait se passer de l'être humain. C'est un peu l'enjeu caché du bouquin. Ça fait référence à plein de choses réelles. Alors il y a Adido Korea qui est un premier grand laboratoire qui contrôle, qui brevette ce vivant. Leur concurrent, c'est Bayenta. J'aime beaucoup ce mélange, donc entre Bayer Monsanto et Syngenta, donc vraiment les grands groupes agroalimentaires. On est vraiment de façon très directe face à ces choses-là. Vous dénoncez cette tentative aujourd'hui par des grandes multinationales de vouloir s'approprier le vivant. Oui, non, mais quoi, c'est déjà ça. Sauf que la part du vivant qui est prise par ces grandes multinationales, elle est relativement modeste par rapport à ce qui reste, qui existe, mais elle pourrait tout prendre. Parce que l'enjeu, c'est ça, c'est de dire évidemment que s'approprier le vivant, le breveter, ça ne peut pas marcher. C'est en cours et ça ne peut pas marcher à long terme. C'est ce qui est voulu. Est-ce possible ? C'est la question qui est posée là-dedans. En somme, c'est un livre qui est écrit sur l'illusion de la maîtrise. En même temps, on voit bien que cette maîtrise, elle existe, quoi. Alors, j'ai noté pas une contradiction, mais disons que cette réflexion sur le rapport entre l'homme et la nature, il y a une volonté de maîtrise absolue que vous jugez totalement déraisonnable. Et en même temps, la notion de nature en elle-même est tout à fait relative, puisque l'être humain modifie la nature depuis des milliers d'années, depuis le néolithique. Avant de parler d'OGM, on sait déjà que tout ce qui est céréales, plantes et animaux domestiqués sont très très modifiés par l'homme. On interrogeait il n'y a pas très longtemps Marie-Pierre Ledru, une chercheuse
chercheuse qui nous disait que la notion même de forêt vierge était totalement Oui, débile, c'est vrai. qu'elle n'avait aucun sens. Donc finalement, la notion de maîtrise de l'environnement, elle n'est que dans le prolongement de ce qu'on fait depuis très longtemps. Oui, mais il y a une différence entre vivre avec l'environnement par une forme de domestication et capturer la totalité des espèces pour la mettre sur le marché. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. C'est ce qu'on voit avec typiquement l'appropriation des semences en fait, par Bien ces grands sûr, groupes. bien sûr. C'est quoi le risque? C'est que tout ça nous échappe au bout d'un moment? Ou pour aller au bout de la logique finalement, pourquoi c'est si grave? Le risque, c'est, étant donné la loi du marché qui veut la raréfaction, pour gagner de l'argent, il faut qu'il y ait très très peu d'espèces. C'est ça qui fait le prix. Donc on va vers une raréfaction. J'aborde la question de Svalbard avec les semences sous le Spitsberg au froid que l'on met pour les conserver, c'est une banque. Mais enfin avec le réchauffement climatique, finalement dans le roman on voit bien que ça fonctionne pas, mais c'est quand même calculé pour que on se rassure avec cette banque et qu'on puisse supprimer, détruire tout le reste. C'est ça qui est prévu. C'est le projet. Évidemment, sinon on ne ferait pas la banque. Et ceux qui détiennent ces semences vont pouvoir devenir des milliardaires absolus, quoi. Raréfaction de la diversité, ça veut dire menace de l'humanité dans le futur de façon drastique, dans la mesure où, c'est une évidence, cette humanité dépend de la diversité. Il y a un autre grand axe que vous dénoncez dans le bouquin, ou sur lequel vous attirez l'attention, c'est cette fameuse géo-ingénierie, donc avec cette guerre des nuages. C'est aussi la même notion de ne pas pouvoir tout contrôler. C'est attention, si on va vers la géo-ingénierie. Donc, alors pour expliquer un peu ce que c'est, peut-être la géo-ingénierie, il y a des projets par exemple pour injecter des particules de sulfate dans l'atmosphère, Oui. pour réfléchir les rayons du soleil, et donc diminuer le réchauffement climatique. Ça, ce serait une erreur. Ça, ce serait vraiment, c'est vraiment l'apprenti sorcier. On ne sait pas du tout, mais du tout où on va avec ça. Pas du tout. Dans le mécanisme de l'évolution, on voit bien qu'il y a des choses très très différentes qui se passent d'un siècle et d'un millénaire à l'autre. Donc là, on se base sur quelque chose que l'on connaît dans l'état actuel de la situation. Ça peut changer du jour au lendemain et on a tout faux. Ouais. Dans le bouquin, les noms des personnages sont aussi très intéressants parce que le rédacteur en chef du journal du lundi s'appelle Robert Didieu. Ça vient de l'île Dieu où il est né. Voilà. Donc il est surnommé Dieu, tout simplement. Oui, on l'appelle Dieu finalement. En toute simplicité. Son fils, c'est Jesus, le DJ. Il est surnommé le DJ du New Queen. Oui. Il y a aussi Marie-Madeleine qui traîne dans le coin, qui est secrétaire du JDL, je crois. Il y a Deville, évidemment, le Deville Cross, ex-star de football mondial. Voilà. Tous ces noms, c'est un clin d'œil au fait que peut-être un peu comme dans Homo Deus d'Harari, cette notion de vouloir se prendre pour Dieu, Bien sûr. Là, je me suis vraiment amusé. Je me suis dit, bon, je mets tout ça en dérision parce que on s'appuie trop là-dessus. Et là, on montre un pauvre Dieu, avec un Y, mais un pauvre Dieu qui a... Aucun rapport avec un personnage. Rien. Il est sous axomile, il lui manque un rein, il va peut-être mourir. D'ailleurs, finalement, il meurt de rire. Faut pas trop dévoiler pour les... Faut pas trop dévoiler, oui. Enfin, bon. Roman n'a pas fini le bouquin, je crois. Faut pas qu'on lui raconte la fin. Mais tout ça, voilà, c'est tout l'hubris, toute la dérive que vous dénoncez dans le bouquin, qui fait face à ce que vous prônez en négatif. C'est quelque chose d'un petit peu différent aussi. Je crois que même si l'humanité se trouve manipulée par cette énorme puissance technologique et la science et la loi du marché, les humains restent des humains. Ils restent avec leurs faiblesses, leurs rêves, et Gabriel Privadel, celui qui est peut-être un des principaux personnages du livre. Un enquêteur du JDL. Un enquêteur. Et il représente assez bien quelque chose qui est la possibilité encore de rêver, justement, et de faire ce qu'on a envie de faire et pas forcément ce qu'on vous dit de faire. Donc, j'ai voulu que ces personnages-là aient tous un caractère très, très marqué et montrant très bien la singularité humaine plutôt que des êtres qui seraient tous les mêmes et qui seraient des robots. C'est un besoin d'imaginaire, un besoin de rêver que vous développez dans le bouquin. C'est important pour imaginer des futurs différents de celui de Bayenta, pour faire simple. C'est développer d'abord construire des discours et des imaginaires. Oui, et puis je pense aussi que c'est une des puissances de l'être vivant en soi, c'est justement de ne pas se soumettre à la mécanisation totale, quoi. D'inventer quelque chose. Un être humain au cours de sa vie, pour moi c'est la théorie véritablement lamarckienne et pas darwinienne du tout, il peut changer. Alors vous parlez de théorie lamarckienne, darwinienne, pour expliquer en gros, rapidement. Eh bien Lamarck dit, dans le courant de la vie d'un être, quelque chose peut modifier
en lui quelque chose d'important qu'il va transmettre à sa descendance, ce qu'on appelle la transmission des caractères acquis. Darwin dit pas du tout, 50 ans plus tard, dans les théories de l'évolution, c'est quand même Lamarck le premier, il dit pas du tout, il y a un panel de possibilités, il y a les êtres qui ont des possibilités concernant la situation actuelle dans l'environnement, eux ils sont bons, ils résistent, les autres disparaissent. Nous sommes dans cette vision très très darwinienne dans le gouvernement actuel. C'est les fainéants, ils disparaissent, puis il y a les bons qui sont les performants, compétitifs, etc. C'est pas du tout ça la réalité. Pas du tout, du tout. Et on l'a vu, on l'a remis d'ailleurs aujourd'hui, la théorie lamarckienne un peu en avant à partir de la transmission des caractères de l'obésité qui sont transmis à la deuxième génération, puis ensuite à toutes les autres. Et ça s'acquiert dans le courant d'une génération. Et ça porte sur l'épigénétique, mais peu importe. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Oui, bien sûr. Le résultat est quand même le même, en tout cas pour moi. Et donc c'est quelque chose qui est, je trouve, très très important. Quand dans une classe de petits, on a des tous différents, il y a les lents, il y a les rapides, et ben d'accord. Et alors c'est pas parce qu'il y en a un qui est plus lent que les autres qui sera le plus mauvais dans la future. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Réhabiliter une vision lamarckienne du monde peut-être pour commencer à penser différemment notre rapport à la nature. Oui. Il y a aussi d'autres concepts, on peut venir à vos concepts plus personnels. Vous développez depuis longtemps ce concept de jardin en mouvement. Oui. Là on entre un peu dans les réponses à toutes ces dérives qu'évoque le bouquin. C'est quoi un jardin en mouvement ? C'est un jardin qui prend en compte les dynamiques du vivant sur le terrain, qu'il s'agisse des plantes, des animaux, même de notre intervention à nous. C'est en quelque sorte une mise en place d'un dialogue et pas du tout une idée de la maîtrise avec une dépense d'énergie contraire qui ferait qu'on va systématiquement contrer, jamais avec. On garde une plante, on tue toutes les autres, un animal, on tue tous les autres. On fait ça évidemment dans l'agriculture industrielle, mais on le fait dans n'importe quelle méthode de jardinage. On fait du nettoyage, on ne fait pas du jardin. Ça veut dire prendre en compte vraiment toutes les interactions, les symbioses dans le jardin ? Oui, bien sûr, et dont une qui m'a donné le terme de jardin en mouvement, qui est le déplacement physique sur le terrain d'une plante qui n'a pas d'autre moyen de se reproduire que la graine. Il y a beaucoup de plantes qui se multiplient végétativement, par les racines, par des boutures, par des stolons, etc. Il n'y a pas besoin, elles font aussi des graines celles-là, mais elles ne s'en servent pas forcément, tandis que celles qui n'ont que les graines, elles n'ont pas d'autre solution. Et les graines sont portées par le vent et les animaux. Et les plantes de la génération suivante, les petits vont se trouver on ne sait pas où, ailleurs. Ce sont des vagabondes. Elles se déplacent sur le terrain. Si moi je veux respecter la dynamique du vivant, je vais respecter aussi la dynamique du déplacement physique des espèces sur le terrain, y compris de celles des plantes auxquelles on ne s'attend pas. Mais c'est réel. Et je le fais. Et je change mon chemin, mon passage, ma manière de gérer. Et les formes changent d'une année sur l'autre à cause de ça. Mais la philosophie générale, c'est on respecte ou on travaille avec la singularité de chacun des êtres. On accompagne plus qu'on ne maîtrise. Bien sûr. Ça rejoint un peu ce qu'on entend beaucoup sur la permaculture, l'agroécologie. Oui, c'est le même genre de concept ? Oui, c'est des concepts pas tout à fait les mêmes, mais ça utilise... Oui, c'est la même philosophie, disons. Après, ce sont des techniques qui sont différentes. La permaculture est plus appropriée à une culture de production vivrière et elle est extrêmement intelligente avec la mise sous le sol d'une matière organique qui se décompose lentement et qui va produire des aliments à la mesure de la demande de la plante. Oui, parce que vous parlez de jardins, c'est des jardins à destination non vivrière, c'est des choses... Général, moi j'ai un potager aussi. Hein. Oui. J'ai un jardin. Ouais. Ce jardin en mouvement, il s'inscrit dans un autre concept plus général, qui est peut-être plus un objectif à atteindre, celui de jardin planétaire. C'est prendre conscience du fait qu'on vit tous dans une même biosphère interconnectée, si j'ai bien compris, c'est à peu près ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, le Grand Bal est une vision du jardin planétaire. Le jardin planétaire, c'est la planète considérée comme jardin, pour 3 raisons. Le brassage planétaire, la couverture anthropique et la définition du mot jardin. Brassage, tout est mélangé partout, porté par le vent, les animaux ou par les humains. La couverture, l'homme est partout, comme le jardinier dans son jardin. La définition, l'enclos, nous sommes dans les limites de la biosphère, la vie est là, elle n'est pas ailleurs. C'est un concept qui est intéressant dans le sens où il inclut l'homme, justement. C'est acter le fait que l'homme est partout et qu'il faut... Bien sûr. Finalement, ça c'est pas aussi, Gaïa. C'est pas seulement Gaïa. Gaïa se passe de l'homme. C'est un être vivant, on est bien d'accord, mais c'est un ensemble vivant, mais l'homme est dedans. Il fait partie de la nature. Vous dites beaucoup aussi, je vous ai entendu dans d'autres interviews, parler de la place de l'homme, prendre conscience que notre place n'est pas non plus si prédominante que ça, ou en tout cas qu'elle est à relativiser. Nous sommes là depuis très peu de temps par rapport au reste du jardin, finalement.
On est tout petit, on vient de naître, quoi. C'est ridicule, l'âge que nous avons, la maturité que nous avons par rapport à celle des plantes et des animaux qui étaient là depuis des millions d'années et qui ont mis au point un certain génie naturel qui leur assure cette survie possible dans le temps. Nous, on joue comme des enfants, on fait un truc, tiens, on va faire une bombe atomique, hop, là, ça explose, c'est pas grave, on recommence, on fait des machins complètement débiles, quoi. On se rend même pas compte de nos stupidités. Je crois qu'on est immature. Enfin, ça veut pas dire que je me positionne comme quelqu'un qui serait un extraterrestre en train de regarder. Oui, je suis sans doute aussi immature comme tous les autres humains. Vous n'êtes pas encore Dieu, ni avec un Y. Non, pas encore. C'est assez intéressant ce paradoxe finalement entre cette immaturité et cette jeunesse de l'humanité et finalement le fait, comme vous le disiez dans vos trois paramètres, que nous sommes dans une espèce de couche anthropique, anthropique avec un A, où l'homme prédomine sur tout et finalement contrôle tout. On a un rôle de jardinier qui est inéluctable. Ça va aussi à l'encontre. On avait interrogé récemment François Sarano, qui est océanographe, qui nous disait un petit peu aussi ce même genre de choses, à savoir que il ne faut pas forcément vouloir sanctuariser la nature, il faut s'intégrer dedans et vraiment aller au contact. On en fait partie. Nous sommes des prédateurs comme tous les autres animaux, nous sommes hétérotrophes, nous avons besoin d'aller chercher notre nourriture. Les plantes sont autotrophes, c'est un peu différent, elles ont la capacité de les fabriquer, mais nous faisons partie de cette chaîne et nous sommes liés, comme tous les autres êtres, à l'ensemble d'un écosystème. Oui, nous faisons partie de la nature. Le mot nature a été créé par les Grecs anciens pour se soustraire l'analyse de tous ces êtres vivants non humains à la superstition polythéiste de l'époque pour en faire un objet d'analyse scientifique. C'est tout. Mais en fait, ça n'existe pas, le mot nature. On n'en a pas besoin. On en fait partie de ça. Donc la clé pour revenir à une version plus durable de notre gestion de ce jardin planétaire, c'est de supprimer les enclos. Et vous avez aussi l'acronyme CLAN dans le bouquin, CLAN comme centre de loisirs alternatif en nature. Oui. Tous ces clans, tous ces enclos, la notion de parc naturel, elle est aussi biaisée. Il faut revenir à des choses où l'être humain accepte sa place. On n'a pas besoin de... Enfin, si on comprend les raisons pour lesquelles il y a des frontières, des limites absolument pour tout et partout, parce que c'est la volonté de la maîtrise, justement, de la régie, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire biologique de la planète, ça n'a rien à voir avec la vie. L'éducation aussi, c'est un aspect important. Base, c'est comment on fait pour que les petits, qui deviendront donc grands et responsables plus tard, soi-disant, comprennent l'endroit où ils vivent. Et on ne leur apprend pas. On leur apprend des choses assez belles, dans plein de domaines, mais on est incapable, ils sont incapables de nommer une plante. Si vous mettez quelqu'un du ministère de la soi-disant environnement ou autre là, dans l'environnement, il meurt en 3 jours. Il ne sait pas se nourrir, parce qu'il ne peut pas reconnaître, ils ne savent pas. On ne leur a pas appris. On leur a appris les génomes peut-être, la manipulation, ça oui, mais pas l'endroit où ils sont. Vous êtes assez critique à l'égard de nos hommes politiques. Je sais que vous étiez engagé en 2010 au sein d'Europe Écologique en candidat aux élections régionales. L'écologie ou vos principes en politique, vous en êtes revenu, ça ne fonctionne pas? Ah non, j'en suis absolument pas revenu. C'est juste une prise de position. C'est devenu politique. C'est juste une chose complètement basique. On ne voit pas très bien comment on peut vivre sans comprendre ce que c'est. C'est d'abord un concept, c'est scientifique, c'est un tas d'études. École, il fait pas de la politique quand il énonce ce principe-là. Enfin, cette science s'appelle l'étude du milieu de la vie, avec les échanges entre les êtres vivants dans ce milieu. Après, que ce soit récupéré par les uns et les autres, c'est une évidence politiquement. Que l'Europe Écologie Les Verts soit en faiblesse, c'est une affaire évidente. Ça ne change pas mon avis là-dessus. Et comment vous analysez le fait qu'on soit si lent à réagir et à changer de modèle Mais parce que c'est incompatible avec le modèle économique. Incompatible. Tout le monde prend conscience de ce qu'il faut faire aujourd'hui, bien plus qu'il y a 20 ans. Je le vois avec les jeunes, avec les étudiants, avec tout le monde. Mais personne ne le fait. C'est pas possible. Ça va pas avec ce modèle-là. C'est ce modèle économique monstrueusement dangereux dans lequel on vit qui empêche. Modèle économique, c'est-à-dire en fait la croissance. Est-ce qu'il faut être dans un monde de décroissance forcément pour sauver la consommation à tout prix, un recyclage mal pensé, même pratique inexistant, la pollution, on s'en fout. Enfin, je sais pas, on vient juste d'accepter encore là qu'on fasse de l'huile de palme soi-disant bio, de non carburant. Non, mais on croit rêver quand on entend le mot, en faisant venir des trucs qui viennent de l'autre bout du monde. Ça, c'est le tout sauf écologique, on peut le dire. Et on continue à pousser les gens à rouler en bagnole. On arrête les trains, il n'y a pas de ferroutage. On est dans mais c'est lamentable.
C'est révoltant, je ne sais pas, je m'énerve tout le temps, mais je ne comprends pas qu'on en soit là. Enfin si, je comprends, je sais pourquoi. Oui, parce que vous avez aussi pas mal de théories politiques qui appellent à un mouvement qui vient de la base. Vous appelez aussi au jardin en résistance, un autre type de jardin. Oui, c'est-à-dire que dès lors que tout ce qui arrive depuis en haut, verticalement, comme ça, qui nous donne des ordres, ne fait rien du tout dans cette mesure, ceux qui prennent conscience des urgences le font, mais à partir du terrain. Eux, ils sont peut-être moins gênés que ceux qui ont des rôles politiques. J'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs ministres. Franchement, c'est pathétique. Ils savent qu'ils n'ont pas le pouvoir, parce que c'est les lobbies qui l'ont. Eux, ils n'ont pas le droit d'agir. Et vous êtes très critique aussi à l'égard du ministre actuel de l'écologie, Nicolas Hulot. Son bilan n'est pas... Je trouve que le texte qu'il a produit dans le 1, vous voyez, ce hebdomadaire qu'on trouve est remarquable. Mais il ne fait rien. Il ne peut rien faire. C'est juste c'est pas du baratin, parce que ce qu'il dit est très très bien. Mais simplement, ce gouvernement ne fera rien de toute façon. Ça, c'est totalement évident, on le savait. Il y a un petit côté complotiste dans le bouquin. Alors, je ne sais pas si vous souscrivez à tout ce qui est écrit dedans, mais vous parlez du HAARP, ce fameux programme américain qui sert à faire des études sur la très haute atmosphère. Vous parlez de ça comme toutes ces théories qui en font un outil pour manipuler le climat. Vous parlez du califat des républiques, avec ces espèces de pantins interchangeables qui ont des masques d'Anonymous et qui cet énorme cirque finalement politico-médiatique qui est en façade avec l'ENAR, donc qui n'est pas l'ENA actuelle, mais qui est l'École nationale d'assujettissement rigoureux. Donc voilà, tout ça est une espèce de mise en scène avec derrière les vrais gens qui contrôlent, c'est ce consortium de banques, laboratoires, assurances. Cet aspect complotiste, vous l'assumez ou ça reste de la fiction ou de la... Quelle est la part de... Non, c'est vraiment là, pour le coup, c'est un constat. C'est du lobbying qui est fait par beaucoup de multinationales. Voilà, c'est ça. C'est tout. Hein. Les gens pour lesquels nous votons, qui sont des élus, donc, n'ont pas le pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous ne sommes pas en démocratie. S'ils l'avaient, le pouvoir, on saurait pour qui on vote. Bon, il y a quelque chose qui est en rapport entre nos représentants et nous, le peuple. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a des rapports de lobbying dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup de parlements. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut renverser ça à travers un lobbying citoyen, à travers des choses ? On change le modèle économique, bien sûr. Et ce modèle économique, on le change à travers des pratiques citoyennes, à travers l'action de la base ? C'est une véritable révolution qui partirait d'un plan qui serait un projet politique, dès lors qu'on met en scène, en pratique, disons, tout ce qu'il faut faire pour sauver le vivant sur la planète, donc nous. Et ça construit le projet politique. Et à partir d'un moment, on a donc le ministère de la Connaissance, c'est celui qui est le plus haut pour moi. Puis après, il y a tous les autres, les plus importants, le logement, etc. Puis à la fin, tout à fait en bas, là, il y a le ministère de l'Économie. Mais c'est pas lui qui donne ses ordres. Il est nécessaire pour faire fonctionner tout le reste, mais c'est pas lui qui donne ses ordres. Là, en ce moment, c'est l'inverse. C'est celui-là qui est en haut qui donne ses ordres. Alors, pour renverser la pyramide, on peut revenir un petit peu sur ces fameux jardins en résistance. Vous avez des textes sur votre site qui décrivent un petit peu ces modèles. C'est un modèle de jardin atomisé. Vous dites c'est par essence, il faut que ce soit des jardins qui soient autonomes, qui soient... Ben oui, parce que s'ils commencent à avoir une présence telle qu'ils peuvent inquiéter, ou une médiatisation, comme le cas de Notre-Dame-des-Landes, où malheureusement ça a été détruit et démoli parce qu'on en parle trop, ça va pas. Le pouvoir n'apprécie pas. Tandis que des minuscules interventions sont oubliées alors qu'elles existent et qu'elles ne sont plus du tout anecdotiques aujourd'hui. Elles se multiplient, c'est quand même un signe d'espoir intéressant. Oui, bien sûr. Dans la définition de ces jardins, sur le texte sur votre site internet, donc sur gilesclément.com, je crois, c'est ça. Vous parlez de jardins qui proposent de vivre selon un mode peu consommateur de biens communs et sur des bases qui élaborent les règles vers une économie nouvelle. Donc, c'est ce que vous me décriviez. Ça passe par un brassage planétaire, aboutissant à des écosystèmes émergents. Donc, c'est réinventer les écosystèmes à travers. Ils s'inventent tout seuls. On n'a pas besoin d'intervenir, mais on lutte bêtement contre ça. Avec un besoin quand même de fédérer tous ces micro-jardins atomisés. C'est assez complexe d'avoir à la fois cette gestion très atomisée, très autonome, et en même temps une espèce de... Pour l'instant, c'est pas là encore le moment de cette fédération-là, parce que justement, le pouvoir dans le pouvoir réel, qui lui est celui de la mondialisation, n'en veut pas. Mais un jour ou l'autre, oui.
Donc pour l'instant, on est dans un moment de construction de ces jardins. Oui, mais bien sûr. Construire son jardin, c'est... L'alternative, elle est là. Enfin, c'est pas par le jardin uniquement, bien sûr. C'est le modèle général. Oui. Vous aviez aussi écrit, en tout cas signé une pétition sur Mediapart pour justement appeler à défendre le bocage de Notre-Dame-des-Landes, Oui. la ZAD qui s'était construite là-bas. Je vous cite encore, en tout cas, le texte que vous signez. Ce qui s'y joue, c'est l'invention d'un vernaculaire contemporain fait d'enjeux mondiaux et de matériaux locaux. Ce qui s'y joue, c'est aussi la défense d'un patrimoine vivant issu d'une lutte solidaire qui ouvre nos imaginaires. On est encore dans cette vision d'un imaginaire. Ce qui est important, c'est de construire d'abord un univers mental dans lequel on puisse exprimer ces jardins en résistance. Toujours la vie invente, c'est le titre de l'exposition qui est sur mon travail, qui est itinérante. Mais si je l'ai choisi, c'est parce que il y a aussi c'est pas que l'imaginaire. On est surpris par ce qui arrive, et si on laisse le vivant avec la possibilité de s'exprimer, on est tout le temps dans l'émerveillement. Bon, il se trouve que les gens de Notre-Dame-des-Landes ont réussi à vivre avec une diversité que partout ailleurs on tue. Ils ont instruit un modèle de consommation, d'exploitation du sol, de vie, de culture, qui est vraiment intéressant. Et c'est une erreur fatale, idiote, de les empêcher de le faire. On veut les remettre dans l'ordre de l'exploitation conventionnelle. C'est monstrueux, c'est idiot surtout. Alors en devenant tous jardiniers, on peut vraiment changer les mentalités. Que chacun plante des graines sur son balcon, c'est une première étape. Le jardin est un territoire mental d'espérance. On met une graine, c'est pour demain, on n'est pas tiré vers le passé. On fabrique quelque chose qui ne nous décevra pas, à peu près toujours, enfin jamais, quoi. Et c'est très important parce que c'est équilibrant. Pas forcément se promener dans un jardin, ça c'est très agréable, mais jardiner, c'est important. Je me demandais quel était votre rapport à la collapsologie à travers votre discours. Il y a beaucoup d'intellectuels en France qui développent cette notion d'effondrement inéluctable, le grand collapse. Évidemment, Pablo Servigne. On a reçu aussi à ce micro Julien Vosnitsa, un jeune auteur qui écrit sur ces principes-là aussi. Pour eux, l'effondrement est inéluctable et on doit préparer l'après. Vos jardins en résistance, ils entrent dans cette logique-là aussi. On prépare l'après, finalement. Ou est-ce qu'on peut encore sauver le monde ? Il y a la bande de la BD de Zepp qui évoque cette question du collapse avec Francis Allais, la copie physique de Francis Allais, c'est très amusant d'ailleurs. Et ça, c'est assez beau, mais est dirigé et manipulé par un autre système vivant qui est celui des arbres. Pourquoi pas ? Moi, je vois les choses un peu autrement, peut-être de façon un peu plus brutale finalement, parce que la guerre des nuages, c'est assez violent. Mais c'est pas complètement, c'est pas éloigné de ça, oui. On a la notion de résilience, en tout cas, dans ces jardins. On a l'obligation, en tout cas, de revisiter la position une fois qu'une chose pareille est arrivée. Dans les jardins, oui. On a un équilibre qui nous amène à imaginer un futur possible qui tient la route. En parlant d'imaginaire et de futur possible, la place des médias est aussi très importante. Votre bouquin est aussi un clin d'œil à tout ce qui se passe sur la désinformation. On sait que la loi sur les fake news récente est en train d'un petit peu de patauger, qu'il y a beaucoup de choses qui sont balbutiantes à ce niveau-là. Vous parlez de véritude dans le bouquin, un nouveau terme de véritude qui est un asservissement de la vérité déclarée. Bien sûr. C'est quelque chose qui vous paraît essentiel aussi. Alors là, c'est la base de la manipulation, mais je pense que c'est pas nouveau. Hein. Ça, pour le coup, ça a existé. Je sais pas. depuis que les hommes existent, ils fabriquent ce genre de choses. C'est à ceux qui réfléchissent un peu d'essayer de voir où se trouve la vérité par rapport à la véritude. Mais en sens, votre bouquin est une façon d'exprimer une contre-véritude, de montrer des imaginaires. Oui. D'accord. Oui. Faut demander à Gabi. Il sait, lui. Gabriel Privedel. On racontera pas la fin, en tout cas, mais bon, voilà, c'est vrai que ça finit de façon assez dramaturgique. Pas complètement. Pas complètement. On est très mystérieux là, mais on va laisser les gens lire. Il y a un point d'interrogation. Oui, c'est vrai. Bon. Est-ce qu'il faut accompagner on pense aussi au discours en fait de Maxime de Rostolan qu'on a invité, qu'on a interviewé, qui nous dit que si on brusque finalement les gens en leur expliquant que leur modèle est totalement mortifère et qu'il détruit la nature, ça va pas faire avancer grand chose, qu'il faut accompagner. Non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Mais alors pas du tout. Il faut faire comprendre. Tout le monde peut devenir intelligent. C'est l'accès pour moi à l'intelligibilité du contexte. À partir du moment où on comprend, on fait ce qu'on croit qu'il faut faire, on agit avec une compréhension de la chose.
Mais pas leur dire c'est pas bien. Pas leur dire vous n'avez pas le droit d'avoir des enfants, il en faut un et c'est tout, alors qu'on ne sait pas pourquoi. Ça a été dur pour les Chinois du temps de Mao. Si on apprend qu'on est tous liés, que la population, la démographie, qu'on est dans le même espace, qu'on est dans le jardin, si on comprend quelque chose là-dessus, automatiquement, il y a des réponses qui viennent de ceux qui ont compris. Mais sinon, c'est une violence. Et on comprend mieux en agissant plutôt qu'en écoutant, c'est aussi votre message. Vous-même, vous avez compris en jardinant ? En pratiquant, oui. Oui. Donc les mains dans la terre pour... Ah oui. Là, on a quelque chose qui n'a rien de théorique. On est dans le constat. Donc on ne doute pas. Oui, j'avais lu une étude de 2015 sur des chercheurs barcelonais qui avaient montré que les enfants apprenaient mieux quand ils étaient entourés de jardins et de parcs naturels. Évidemment. Et ils adorent ça. Ils aiment comprendre et ils aiment se trouver en rapport avec leur capacité physique d'agir. C'est magnifique. Bon, très bien, on reste sur cette note positive. Oui. Merci beaucoup, Gilles Clément. On va tous ressortir les truelles et les graines pour planter un petit peu d'espoir. Merci beaucoup, merci à vous tous, chères auditrices et auditeurs, de continuer à nous écouter sur SoundCloud, sur iTunes, sur YouTube ou directement sur notre plateforme uzbekerika.com. Merci à toi, Roman, pour ton travail excellent à la technique. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission. Salut!